Bonjour tout le monde. Dans la partie numéro 1, nous avons vu ensemble les origines, les principes, la pratique et l'enseignement de l'acupuncture en France. Mais une question demeure, et c'est la plus importante, est-ce que ça marche? Parce que si ça se trouve, ça marche, mais si ça marche, ça se trouve. On m'a soufflé la réplique dans les commentaires, je trouvais ça génial, donc du coup je la reprends et on fait comme si c'était moi qui l'avais inventé, quoi qu'il en soit, générique. Que dit la science? En 1979, l'OMS publie un rapport très positif établissant que l'acupuncture a prouvé ses bénéfices pour une vingtaine d'affections. Le problème, c'est qu'à cette époque, aucune des études ne comparait l'acupuncture à un traitement placebo. Les conclusions étaient donc un peu fragiles, plus fragiles que l'OMS ne l'admettait. La communauté scientifique a un petit peu râlé, on a demandé à ce que ça s'améliore, et du coup on a mis au point des protocoles plus rigoureux, et on a financé une série d'expériences, ce qui aboutit à un deuxième rapport en 2003, qui soulevait certains doutes, mais qui surtout établissait que pour aucune affection, il ne fallait écarter les effets potentiels de l'acupuncture. Autrement dit, l'OMS a validé pleinement cette thérapeutique, la messe est dite. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt. Alors en réalité, attendez, le travail de l'OMS était assez calamiteux. Il était rédigé par un groupe de personnes partisanes de l'acupuncture, sans un seul critique à bord. À la tête de ce groupe figurait le docteur Zhu Fanxie, pardonnez-moi pour la prononciation, directeur d'un institut qui soutient l'utilisation de l'acupuncture. Le conflit d'intérêts semble constitué. Bon. Pour ce rapport, les auteurs ont tenu compte de très nombreuses études sorties sur le sujet en accordant le même poids à tous les protocoles, alors que seul un petit nombre d'entre eux apportaient des garanties de leurs résultats. En plaçant trop bas le seuil de la qualité des études, ils ont permis aux travaux de mauvaise qualité d'influencer leurs conclusions. Et par ailleurs, le rapport n'a pas écarté les très nombreuses études chinoises, pourtant connues pour produire constamment sur le sujet des résultats qu'on qualifie en général dans le milieu de un peu trop beau pour être vrai. Si vous voyez ce que je veux dire. Parenthèse, toutes les études qui viennent de Chine concluent que l'acupuncture fonctionne. Alors au minimum, on constate un effet de la localisation du chercheur sur le résultat de ses travaux. Alors soit c'est parce que en dehors de la Chine, on ne sait pas travailler dessus, on ne sait pas l'évaluer, et donc certainement qu'on ne sait pas non plus la pratiquer, donc n'allez plus chez un acupuncteur qui ne serait pas chinois, ou bien en Occident, on est très motivé à discréditer l'acupuncture qui vient de Chine, et donc par une forme de racisme ou que sais-je, on veut montrer que ça ne marche pas, ou bien c'est qu'en Chine, on a un rapport biaisé avec cette pratique chinoise. Ou un peu les trois, ou d'autres, évidemment. Il est sage et prudent de toujours se rappeler qu'on peut émettre des hypothèses alternatives lorsque quelque chose paraît étonnant, et même quand ça ne paraît pas étonnant d'ailleurs, fin de la parenthèse. En somme, la qualité scientifique de ce rapport de l'OMS n'est pas celle d'une méta-analyse sérieuse. Il préconisait le recours à l'acupuncture pour des maladies graves quand même, comme l'atteinte des artères coronaires. L'OMS a-t-elle péché par excès de politiquement correct, à la fin de ne pas donner l'impression d'insulter la culture orientale? C'est possible, certains l'ont évoqué. Dans un rapport de 2013, émis par l'Académie de médecine en France, intitulé « Thérapie complémentaire, acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai chi, leur place parmi les ressources de soins », les trois auteurs reconnaissent à l'acupuncture des bénéfices potentiels pour, et là je cite le rapport, plusieurs indications telles que la lombalgie, sans supériorité vis-à-vis de l'exercice physique ou de la manipulation vertébrale, la cervicalgie chronique, avec des faibles arguments, la migraine, sans preuve vis-à-vis de l'acupuncture simulée, ou la céphalée de tension, l'arthrose des membres inférieurs, faible et probablement au moins en partie due à l'effet placebo, nous dit le rapport, l'épicondylite, aux femmes enceintes éprouvant des douleurs des lombes ou du bassin et lors des douleurs de l'accouchement, et pour prévenir les nausées et vomissements induits par la chimiothérapie anticancéreuse. À ce stade,
On a clairement l'impression que l'acupuncture, à la différence d'autres pratiques alternatives, a de sérieux arguments scientifiques de son côté. Seulement, ni l'OMS ni l'Académie de médecine ne sont des organismes qui décrètent la vérité scientifique. C'est vers des méta-analyses rigoureuses qu'il faut se tourner pour ça. Et on attend de ces organismes, OMS et Académie, qu'ils sachent suivre les recommandations de ces travaux sérieux. Bon. L'organisation Cochrane, fondée en 1993, représente une étape majeure dans l'évolution de l'accès à des informations médicales fiables. Initiée par le Dr Ian Chalmers, cette organisation indépendante et non gouvernementale est développée en réponse à un appel de l'épidémiologiste britannique Archie Cochrane, Cochrane c'est le même nom, pour qu'il existe des revues systématiques à jour de tous les essais randomisés, contrôlés, pertinents en santé. Cette organisation s'engage à maintenir son indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure, y compris celle des lobbies ou des intérêts commerciaux. La politique d'indépendance de Cochrane est cruciale pour assurer l'intégrité et la crédibilité des travaux. Avec des milliers de contributeurs dans le monde entier, l'organisation continue de jouer un rôle essentiel en fournissant des évaluations basées sur des preuves pour guider les décisions de soins de santé. Donc on va s'intéresser à ce que nous dit cette organisation Cochrane, ou on dira Cochrane pour la suite, parce qu'on est français. Il existe plus de 40 000 études, dont 3200 essais contrôlés aléatoires sur l'acupuncture. Ne nous mentons pas, je ne les ai pas tous lus, et vous non plus. Et on a plus d'une soixantaine de synthèses Cochrane évaluant l'usage de l'acupuncture dans différentes pathologies ou différents symptômes. Dans la prévention des attaques de migraine, l'acupuncture présente des effets minimes. Dans toutes les autres synthèses, l'acupuncture ne présente pas d'effets spécifiques, au-delà donc des effets contextuels. Notez bien que les conclusions des auteurs de la synthèse sur la migraine demeurent prudentes. Je cite, « Les résultats disponibles suggèrent que l'acupuncture est efficace pour traiter les céphalées épisodiques fréquentes ou les céphalées de tension chronique, mais d'autres essais, comparant notamment l'acupuncture à d'autres options thérapeutiques, sont nécessaires. » Et par ailleurs, pour les douleurs lombaires, qui constituent l'une des principales raisons pour lesquelles les gens vont consulter un acupuncteur, on a une synthèse. Et les auteurs nous disent que les 11 études vérifiables retenues pour porter un jugement sur cette affection et l'efficacité de l'acupuncture, elles disent que tout cela n'indique aucune efficacité. Donc l'indication principale, peut-être la plus courante, qui pousse les gens à aller consulter un acupuncteur, quand on regarde la littérature, c'est typiquement un cas dans lequel on n'a vraiment aucune raison de penser que ça marche, au-delà des effets contextuels dont je reparlerai un peu après. Grosso modo, c'est un peu compliqué, la littérature va un peu dans tous les sens, même si les synthèses arrivent à des conclusions qui sont un peu cohérentes entre elles et qui indiquent qu'il n'y a pas d'effet. Ça peut être un peu compliqué et on peut admettre qu'on puisse le défendre. Mais au-delà de ça, il y a un résultat qui est robuste depuis plus de 40 ans, et c'est le suivant, et vous allez voir que ça pose problème, c'est que si on pique exactement là où il faut sur le méridien, tel que décrit dans telle ou telle charte, carte du corps, etc., les 12 ou les 14, peu importe, ou quand on pique totalement ailleurs que sur les méridiens, on a les mêmes résultats. Normalement, une prise de sang, quand vous la faites ailleurs que dans une veine, vous voyez qu'une différence, il y a vraiment une grosse différence. Quand, pour résoudre une fracture, vous allez ailleurs que là où l'os est cassé, on voit aussi une différence. Quand on a une explication théorique qui prédit qu'à tel endroit, on doit avoir tel effet, et qu'on se rend compte que dans les faits, on peut aller à n'importe quel endroit et on aura la même chose, c'est que l'explication théorique, elle a raté quelque chose. Et moi, j'aimerais bien qu'on m'explique. Que les gens qui pratiquent et qui croient, et le mot croire en soi n'est pas un problème, c'est pas péjoratif dans ma bouche, comment on explique ça? Comment on explique que la piqûre, où qu'elle se situe, aura le même effet? Ça semble invalider complètement le corpus théorique. Et quand on invalide le corpus théorique, pourquoi est-ce qu'on aurait confiance dans ceux qui y croient? C'est fondamental dans cette pratique, parce que le fait de piquer peut avoir un effet qui n'a rien à voir avec les méridiens. Auquel cas, il faudrait peut-être qu'on l'explique.
Et ça fait 2000 ans que les acupuncteurs n'ont pas cherché à expliquer autrement. Minimum, c'est dommage. Faisons un point sur les effets contextuels. L'acupuncture a une place très particulière dans le paysage des pratiques alternatives, c'est qu'il se passe quelque chose de réel pendant la séance, parce que les aiguilles, elles sont réelles les aiguilles, même si les méridiens ne le sont pas. Il y a une intervention réelle sur le corps, et c'est pour cela que seuls les professionnels de santé peuvent la pratiquer. Contrairement à la naturopathie, à l'iridologie, à l'éthiopathie et autres thérapies énergétiques que je peux pratiquer demain si je veux, personne ne peut m'en empêcher, eh ben, je n'ai pas le droit de vous faire une séance d'acupuncture sans être médecin par ailleurs. Et c'est pour ça que le site Médoucine viole la loi et se rend complice de très nombreux exercices illégaux de la médecine, et que peut-être un jour il y aura des procès et des peines, et Doctolib aussi, en fait, figurez-vous. Bon, ça c'était une petite parenthèse, revenons à l'acupuncture. Tout cela a plusieurs conséquences. 1. On ne trouve pas 1000 formations pour être acupuncteur dès qu'on tape le mot sur Google, contrairement aux autres pratiques. Allez vérifier. 2. Le nombre de praticiens reste limité et ça envoie un signal de sérieux, ça inspire davantage confiance. Et la confiance, c'est le facteur clé, c'est le principal contributeur de l'effet placebo, qu'il faudrait appeler les effets contextuels pour les comprendre. Et donc en raison de tout cela, l'acupuncture est une pratique qui, de fait, maximise puissamment les effets contextuels. Elle a aussi la particularité d'être difficile à simuler. On ne peut pas faire une séance de fausse acupuncture en double aveugle. Même avec des aiguilles truquées, et ça existe, le praticien, il saura s'il est en train d'administrer le traitement ou le contrôle. Et cela peut se répercuter avec des résultats qui seront positifs, quand bien même la pratique, elle n'aurait aucun effet. Donc c'est compliqué à tester. Et donc c'est normal que la littérature produisent des résultats davantage positifs que des pratiques où on peut faire un double aveugle plus facilement. La littérature scientifique est abondante, elle est complaisante et elle emporte l'adhésion de beaucoup de gens qui, à leur tour, en défendant la pratique, exercent une influence. C'est l'argument de la popularité, on est nombreux à y croire, et du coup, puisqu'on est nombreux à y croire, on envoie un signal de confiance qui va à son tour augmenter les effets contextuels. Il y a une sorte de cercle vertueux de la croyance si on nommait les risques. Et tout est là. Est-ce que l'acupuncture est sans risque? On va y revenir. Mettons-nous bien d'accord. Vous avez raison si vous dites « Mais enfin, les effets contextuels, c'est bien, il ne faut pas les éliminer. » Et en effet, il faut exploiter les effets contextuels et on peut le faire sans mentir aux patients en utilisant les découvertes sur ce qui accroît la confiance envers le traitement, comme l'écoute, la prise en compte des préférences ou l'individualisation de la prise en charge. J'ajouterais qu'on doit le faire sans mentir. Car si on s'autorise à mentir aux patients pour son bien avec l'acupuncture, on ouvre la boîte de Pandore du mensonge qui, in fine, peut anéantir la confiance. Et alors on aura perdu beaucoup plus que les bénéfices des effets contextuels. On aurait perdu la confiance. C'est important la confiance. On ne peut pas mieux défendre les effets contextuels, une réduction du recours automatique aux médicaments et le lien de confiance entre soignant et soigné qu'en évitant absolument de défendre une pratique charlatanesque qui fait croire qu'on aurait besoin d'une sorte de médecine alternative agissant sur les énergies pour soulager des patients qu'une médecine conventionnelle, froide et méthodique traiterait mal. Et cela d'autant plus que les pratiques sans danger, c'est rare. Et l'acupuncture, figurez-vous, n'est pas sans risque. Quels sont les dangers? Il existe un risque de transmission d'agents pathogènes avec les aiguilles si les conditions d'asepsie sont insuffisantes. On parle d'hépatite C ou de HIV. Il existe des complications nerveuses, comme un cas d'hémorragie cérébrale ou une syncope convulsive, des neuropathies. On a décrit des cas d'aortite, d'endocardite, d'ostéomyélite, de l'os frontal, d'arthrite septique intervertébrale, d'abcès épiduraux, d'abcès sous-cutanés avec septicémie, de fasciite nécrosante, de pancréatite aiguë, etc. Les mots font peur, mais il y a des raisons. Et le pneumothorax est la plus fréquente
des complications sévères de l'acupuncture, nous dit une étude de 2016 qui explique que cette complication rare mais potentiellement mortelle est absente des livres de médecine en Occident, où l'on considère à tort qu'il s'agit d'une pratique sans risque. Le site amélie.fr explique la chose suivante: lorsque de l'air pénètre anormalement entre les deux feuillets de la plèvre, donc la cavité pleurale, un pneumothorax apparaît. Le poumon, de structure élastique, se désolidarise alors de la paroi thoracique et du diaphragme et se réduit en volume. Il s'effondre, c'est un collapse. Et lorsque c'est bilatéral, eh ben, vous pouvez en mourir. En 2018, un garçon de 16 ans, nageur de compétition, traité par acupuncture pour une douleur persistante à l'épaule, alors qu'il se rend chez lui après la séance, il se plaint au bout de 10 minutes de douleurs violentes thoraciques. Ses parents l'amènent aux urgences. Heureusement, on le sauve, on le branche à une machine qui aspire de l'air pour rétablir ses poumons. Il avait les deux poumons perforés, en fait. Et il aurait pu en mourir, ce qui est quand même une complication relativement grave, dommage, mais je vous rassure, ça reste rare. Entendons-nous bien, les effets iatrogéniques, c'est-à-dire les problèmes de santé provoqués par des traitements, sont hélas nombreux dans la médecine conventionnelle. Les effets secondaires sont pris en compte pour évaluer si un traitement peut être proposé. Et pour cela, on étudie la balance bénéfice-risque. Pour une pratique qui présente de nombreux bénéfices, on pourra juger qu'un certain niveau de risque est acceptable, et on pourra juger qu'on a tort, mais en tout cas on porte un jugement. Mais le même niveau de risque est inacceptable si la pratique apporte peu ou pas de bénéfices. Et c'est pour cela que les complications liées à l'acupuncture doivent être considérées sérieusement. Si on a une littérature qui nous dit que les bénéfices sont inexistants ou extrêmement vaporeux, douteux, et qu'en face on a des risques faibles mais avérés et parfois mortels, le calcul, il est vite fait. En conclusion, on peut dire que l'acupuncture est une pratique qui repose sur des principes théoriques flous, et là on est gentil, contradictoires, et on est encore gentil, et qui sont en décalage total avec ce que l'on connaît du fonctionnement du corps. On peut dire aussi que les très nombreuses prétentions thérapeutiques ont été presque toutes réfutées lorsque soumises à des tests rigoureux. Donc, l'acupuncture, pour l'essentiel, la science nous dit non. Et puis, il demeure certains effets qu'on ne sait pas expliquer, qui peuvent éventuellement être dus à ce qui se passe lorsqu'il y a une piqûre, et j'ai évoqué le fait qu'il y avait des hypothèses qui devaient être testées, et la bonne nouvelle, c'est qu'il reste de l'inconnu. L'acupuncture et d'autres pratiques sont aux frontières, comme ça, il y a des choses qui se passent peut-être sans qu'on les comprenne encore, et donc il faut qu'on travaille, et c'est une très bonne nouvelle, c'est bien, on a une marge d'amélioration pour la médecine. Et puis il demeure, et c'est peut-être plus important, alors c'est peut-être triste, mais en tout cas, là, au moins on a un truc à fouiller, que les effets contextuels de cette pratique en particulier, de l'acupuncture, sont de toute évidence maximisés. Elles sont très efficaces, elles parlent à la clientèle qui est réceptive à ce discours-là. Et ça, c'est une leçon qu'on doit certainement retenir de la pratique de l'acupuncture, lorsqu'elle est faite par des gens sincères et qui croient à ce qu'ils font, et il y en a plein. C'est qu'il se passe dans la relation entre le soignant et le soigné quelque chose d'un peu plus efficace que dans d'autres relations entre le soignant et le soigné. Et ça, il faut étudier, et c'est en cours, il y a des gens qui le font, pour s'intéresser à qu'est-ce qu'il se passe dans cette relation, qu'est-ce qu'on peut faire pour que dans l'ensemble des soins qu'on apporte dans la médecine fondée sur l'épreuve, on exploite un maximum, on utilise les outils, les éléments de discours, un peu de pratique, dans ces pratiques alternatives qui, par ailleurs, n'ont pas d'effet spécifique, en tout cas selon ce que la science nous dit aujourd'hui. Et donc je vais y revenir dans une vidéo à la fin de cette série, probablement, pour m'intéresser à ces pratiques alternatives. Je ne suis pas leur ennemi, moi. Et je ne suis pas là pour vous interdire d'y avoir recours. Si c'est votre truc et si vous en retirez quelque chose, peut-être que vous devez continuer. Je n'en sais rien. Je me suis intéressé à sur quoi ça repose. Est-ce que les discours qu'on entend pour défendre telle pratique
sont raccord avec la réalité telle qu'elle est connue, telle qu'elle est explorable par les sciences. Et là-dessus, à chaque fois, on a un grand décalage et souvent, on a même des dérives vers de l'emprise mentale et vers des choses qui éloignent les gens de la science et qui les rapprochent d'une emprise mentale qui peut finir très mal. Mais au-delà de ça, il y a quand même, en effet, des pistes intéressantes. On doit apprendre des choses parce que la santé, la médecine, le rapport au corps, c'est plus complexe que simplement de la chimie. Et ce qui est au-delà de la chimie, c'est pas de la métaphysique, c'est pas de la magie, c'est de la psychologie essentiellement. Et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Et lorsqu'il y aura plus de découvertes dans ce domaine-là, sachez bien que les sceptiques, on devra, ce sera notre rôle, on devra être là pour s'y intéresser aussi. Et pas être juste là en train de nous moquer de la croyance des gens, parce que certains d'entre nous font ça et font que ça, et c'est pas très utile. Là-dessus, merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la si elle vous semble utile. Merci pour le soutien que vous apportez à ce travail via les plateformes de financement participatif. Vous les connaissez, ils sont en description. Évidemment, prenez soin de vous du mieux possible et de vos proches. Écoutons-nous les uns les autres, discutons, argumentons poliment, etc. Et puis, et c'est peut-être le plus important au fond, finalement, avec votre consentement, des bisous. Bye bye.